Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube où tu découvriras les épisodes filmés de mon podcast Itinéraire bis, le podcast qui explore les chemins de vie et leurs déviations. Abonne-toi dès maintenant pour découvrir ces histoires inspirantes. Pour me soutenir, tu peux aussi liker cette vidéo et la partager autour de toi. Je te souhaite une très belle écoute. Salut Abigail, bienvenue à Bruxelles. Merci d'être venue jusqu'ici, ce n'était pas sans encombre. Donc oui, moi je suis Christelle, la fondatrice du média Musae qui dédramatise et démocratise la santé mentale et on le fait à travers des podcasts, des newsletters et des contenus éducatifs sur Instagram et TikTok. Yes. Alors là déjà, il y a plusieurs questions qui me viennent en tête. Toi, tu parles de démocratiser la santé mentale. Est-ce que tu peux me dire un peu qu'est-ce que tu entends par là ? Parce que je pense que tu es la première personne que je connais qui parle de démocratisation. En fait, ce que j'entends par la démocratisation, c'est que là maintenant, on a un peu l'impression que la santé mentale, c'est un sujet qui est un petit peu rentré dans les mœurs collectives. Mais il faut savoir que moi, quand j'ai créé Musae, quand j'ai commencé à réfléchir au projet il y a 3 ans, et quand le média a été lancé il y a un peu plus de 2 ans maintenant, le terme même santé mentale, en fait, faisait flipper. Au début, quand j'ai monté le média et que je disais oui, j'ai monté un média sur la santé mentale, les gens me disaient ouf, ouais, t'as pas envie de faire autre chose que la santé mentale, c'est quand même pas le sujet le plus funky de la terre, ou alors la santé mentale, tout simplement est un sujet qui fait peur. Et je me suis rendu compte que en fait, ce sujet était très peu appréhendé par le grand public. Soit c'était un sujet stigmatisant, c'est-à-dire que par santé mentale, on entendait effectivement folie, dangerosité, enfin en tout cas décrit de manière très très négative, et par plein de gens et plein d'entités différentes. Ou alors, à l'inverse, la santé mentale, c'était vraiment la chasse gardée d'un discours très technique, d'experts, de sachants, et on n'avait pas forcément les mots pour pouvoir s'attribuer les définitions, même les émotions, les problématiques, les enjeux aussi qu'il y avait derrière. Donc voilà, j'avais effectivement l'impression que la santé mentale était un sujet qui était un peu chasse gardée ou alors un tabou. Ok, donc si j'ai bien compris, quand tu parles de démocratisation, c'est plus rendre le sujet accessible au plus grand nombre, c'est ça? Et pas juste très élitiste pour les personnes, pour les experts. Ouais, c'est le rendre accessible au plus grand nombre, c'est le rendre accessible au plus grand nombre d'une part, mais aussi c'est le dédramatiser. Quand je dis démocratiser et dédramatiser, la partie dédramatisée, ça vient justement à contrer un peu ce côté tabou, peur, diabolisation en fait de la santé mentale qu'on a pu avoir pendant très longtemps et qu'on a pu avoir tous, enfin tout spécialement moi je trouve en France, d'un point de vue de la culture. Parce qu'au début, où je faisais mes recherches sur voilà, quels sont les médias, les porte-paroles qui parlent de santé mentale, pour le coup, il y avait quand même beaucoup plus d'initiatives, de leaders d'opinion, de médias également, qui existaient du côté anglo-saxon. Et là, je pense notamment à l'Angleterre, au Canada, à l'Australie, mais également aux US, où voilà, il y avait déjà en fait des médias sociétaux qui parlaient santé mentale. Alors qu'en France, soit on était sur ce discours très technique dont je te parlais, donc très scientifique, soit alors dans un discours qui était davantage lié au développement personnel, mais c'est pas tout à fait la même chose pour moi que la santé mentale. Et il y avait vraiment voilà, ce créneau, alors ce créneau à prendre, moi en tant qu'entrepreneuse, c'est un créneau que j'ai voulu prendre, mais c'est aussi finalement un sujet dont j'ai voulu m'emparer parce qu'à un moment donné, moi, à titre perso, je cherchais des ressources de santé mentale avec un langage accessible, et en fait, j'en trouvais pas en langue française, en tout cas pas en France. Oui, et c'était encore une niche qui était très peu exploitée à ce moment-là. C'était en quelle année? Fin 2019, où j'ai commencé à bosser sur le sujet. Mars 2020, j'ai lancé, on va dire, la partie laboratoire d'idées, donc la partie plus pro de Musae. En 2021, en fait, j'ai lancé les médias. Après, il faut savoir qu'en 2019, du coup, c'était juste avant le Covid. Et c'est vrai qu'à partir de mars 2020, donc du premier confinement, le terme santé mentale, pour le coup, a commencé à être connu. On a commencé à en parler parce qu'effectivement, tout le monde s'est retrouvé isolé chez soi, et notamment les populations vulnérables. Et on a commencé effectivement à mettre un coup de projecteur, en fait, sur le sujet, sans forcément bien comprendre
comprendre de quoi il en retournait, quels sont les termes, les enjeux qu'il y avait derrière. Mais en tout cas, le terme était beaucoup plus... a commencé effectivement à émerger à ce moment-là. Et je sais que maintenant, quand je dis que j'ai un média pour le coup sur la santé mentale, on me dit plus du tout... ouais, enfin, en fait, c'est un sujet flippant. Au contraire, c'est même plutôt l'inverse qui se passe. Oui, donc toi, tu constates sur le terrain qu'il y a eu un réel changement vis-à-vis de la vision que les gens ont de cette thématique. Si j'ai bien compris. Oui. Quelle différence tu fais réellement entre le bien-être et la santé mentale ? Le bien-être, on va dire que voilà, c'est un élément, un état, on va dire qu'on souhaite atteindre et qu'on peut atteindre par plein de manières différentes, en faisant du sport, en ayant des conversations effectivement avec des gens, en s'alimentant bien, etc. La santé mentale, c'est un peu plus large en fait, dans la mesure où pour moi, c'est un enjeu collectif. C'est un enjeu collectif dans la mesure où ça interagit avec les relations qu'on peut avoir, bien sûr, avec nous-mêmes, donc avec notre fort intérieur, mais également avec le monde. Donc ça peut être avec le système éducatif, avec sa profession, avec l'engagement, avec le sport, avec la culture. En fait, la santé mentale, c'est vraiment quelque chose qui nous lie aux autres. Et c'est pas uniquement quelque chose qui nous lie à nous-mêmes. Et c'est en ça que je fais la différence. Pour moi, le bien-être, c'est peut-être une définition plus personnelle, alors que la santé mentale, pour moi, c'est un enjeu en fait de santé publique. Et je suis même convaincue que si on prenait davantage en compte la santé mentale dans nos relations interpersonnelles et dans notre relation au monde, on aurait en fait des sociétés beaucoup moins violentes. Donc tu fais un lien entre une bonne santé mentale et une société moins violente ? Dans quel sens ? Dans le sens où je pense qu'il y a plein de traumas qui peuvent être intériorisés ou qui peuvent être dus à des facteurs socio-économiques. C'est pour ça que là, tout à l'heure, je te parlais de populations vulnérables. La santé mentale, les enjeux de santé mentale sont d'autant plus prégnants pour les populations vulnérables parce qu'en fait, elle vient catalyser d'autres problématiques. Par population vulnérable, j'entends effectivement les personnes qui ont des problématiques financières, les personnes qui sont au chômage, les minorités de genre, les minorités racisées, également les étudiants, les jeunes, également les seniors. En fait, toutes les personnes qui ont les femmes aussi, qui ont des problématiques en fait, qui sont aussi liées à des enjeux peut-être de reconnaissance par rapport à la société, des enjeux de pouvoir également. Et en fait, pour moi, la santé mentale, si on prenait soin effectivement de notre monde intérieur, je pense qu'il y a plein en fait de micro-violences interrelationnelles ou alors de violences sociétales qui n'existeraient pas. Et c'est ce qu'on fait notamment dans la newsletter de Musaïe. On montre en quoi un fait de société, alors n'importe lequel, peut être analysé à travers le prisme de la santé mentale. Je prends un exemple, les problématiques de cyberharcèlement dans l'univers du gaming. C'est en fait lié à plein de problématiques de santé mentale. Typiquement, c'est lié à des problématiques de santé mentale de personnes qui se sentent isolées, de personnes qui se sont senties pas entendues et qui peuvent effectivement avoir tendance à se replier sur dans des communautés effectivement de pairs où voilà où ils, comment dire, je sais pas si je vais être très claire, mais voilà où ils vont effectivement s'entretenir dans un certain schéma et entretenir du ressentiment qu'ils n'auraient pas pu entretenir s'ils avaient eu moyen de l'extérioriser à un moment donné d'une manière ou d'une autre. Je parle de moyens effectivement avec des professionnels de santé mentale, avec de l'expression artistique ou créative. En tout cas, voilà. Je pense qu'il y a un vrai lien par rapport à ça. Et ces micro-violences, ces ressentiments peuvent entraîner typiquement du cyberharcèlement. Et c'est ce qu'on peut voir notamment sur Twitch. J'ai sorti un sujet l'année dernière sur gaming et santé mentale où on voyait comment certaines communautés, qu'on appelle les communautés incel, qui ont une importance assez importante, qui ont une importance assez prégnante sur ces réseaux-là, peuvent en fait
s'auto-alimenter, auto-alimenter leurs ressentiments. Tout ça, effectivement, catalysé aussi par un écosystème qui est Twitch et qui permet d'avoir une force de frappe et d'aller en fait faire extérioriser un ressentiment sur des personnes qui sont fragilisées ou sur des personnes, effectivement, qui considèrent comme étant des minorités à exclure de ce type de réseau. Et là, je pense bien évidemment aux personnes racisées et aux femmes, où il y a eu beaucoup de prises de parole de gameuses féminines, notamment, sur en fait les hordes de cyberharcèlement qu'elles avaient notamment sur Twitch. Et ça a fait beaucoup de sujets, notamment aux US et au UK, de santé mentale. Et on a commencé à en avoir en France, mais mais c'était encore un peu timide. En fait, voilà. Et en fait, il y a un lien en fait assez fort entre ce que tu peux vivre individuellement et ce que la société t'offre comme moyen pour l'exprimer ou pas. C'est hyper intéressant parce que ça rejoint aussi ce truc de santé mentale communautaire. Moi, je me suis beaucoup intéressée à ce qui se passe en Finlande avec ce truc de santé mentale communautaire où la santé mentale, c'est entre guillemets la maladie du lien et le but, c'est de recréer du lien et non pas d'isoler les personnes encore plus. Ça, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup parlé. Mais j'avoue que cet aspect politique, moi, j'ai du mal à la voir. Et si je comprends bien, donc toi dans Musae, alors Musae ou Musae ? Musae. Musae, merci. Toi dans Musae, c'est plein de sujets, peu importe très divers de société, et tu vas rattacher ça à la santé mentale et voir comment n'importe quel sujet est rattaché à la santé mentale et pour avoir cet aspect, cette vision beaucoup plus collective, sociétale, c'est ça ? Ouais, en fait, j'essaye de montrer comment ce qui se joue à l'intérieur de nous, selon la manière dont on a pu l'exprimer, dont on a pu effectivement exuder certaines choses, ou voilà, peut avoir un ressort collectif. Et ça peut être à travers plein de sujets différents. Là, on vient de parler du gaming, mais il n'y a pas très longtemps, on a fait un talk à la Maison Perchée sur folie et créativité, et comment l'art peut être autant une catharsis pour exprimer voilà, certaines choses de la santé mentale, mais peut également être une souffrance. On a eu aussi beaucoup de tendance à dire, oui, les artistes, effectivement, ils ont besoin d'avoir un petit pet au casque, et comme disait Diderot même, ils ont besoin d'avoir un coup de hache dans la tête pour effectivement être créatif. Oui, mais en fait, non, pas forcément. En fait, c'est peut-être davantage une souffrance qu'une catharsis. Et en tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans plein de sujets de société, en fait, des expressions de notre santé mentale, de notre monde intérieur, peuvent venir s'exprimer. Et c'est la même chose aussi pour le sport. On l'a vu au moment des JO de Pékin. En plus, on sortait à ce moment-là d'une époque on était encore en plein dedans, de confinement et de Covid, où voilà, il y avait vraiment très très peu de liens sociaux, où les athlètes étaient complètement isolés. Et on a vu là, à partir de ce moment-là, beaucoup d'athlètes prendre la parole sur en fait trop de pression, trop de performances demandées, pas assez de lien social pour pouvoir se soutenir en fait collectivement, et finalement en fait beaucoup de personnes ont commencé à prendre la parole en disant non en fait là moi ma santé mentale va mal, et d'autant plus parce que là on est sur un milieu très performant où il n'y a aucun lien, où on nous demande effectivement des choses qu'on n'arrive pas à tenir parce qu'en fait on va pas bien, et quand tu dis que finalement la santé mentale c'est une problématique du lien. Et ouais, moi je pense qu'en fait la santé mentale a éclos pendant le Covid parce qu'en fait on a eu une problématique de lien social, et en fait c'est ça qui a permis de catalyser le sujet, de se rendre compte que en fait quand on se retrouve face à nous-mêmes, c'est le moment où vraiment on se retrouve aussi face à ce qui ne peut ne pas bien aller, et parce que ce qui nous fait aller quand même mieux, c'est quand même avoir la parole et l'oreille de quelqu'un qui nous entend. Ouais, complètement. Sur ce truc, alors ça c'est une de mes croyances, que moi je me suis beaucoup interrogée sur pourquoi la France avait autant de retard dans le milieu de la santé mentale alors qu'il y a d'autres pays qui s'en sortent beaucoup mieux. Moi j'ai l'impression qu'en France on n'a pas du tout cette vision communautaire que d'autres pays ont, et je ne sais pas si c'est la cause de notre retard, mais en tout cas je me suis demandé si cette approche santé mentale communautaire, pour la faire instaurer en France, est-ce que c'est pas beaucoup plus compliqué parce qu'on est encore très dans ce schéma individualiste? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors je pense qu'effectivement il y a une grosse différence sur l'acceptation même du terme santé mentale entre les pays anglo-saxons et la France, pour des raisons qui sont
culturel aussi. On n'a pas la même manière de se raconter quand on est français que quand on est anglo-saxon. On n'a pas la même manière, effectivement, de parler de ses émotions. Après, il y a aussi plein de facteurs aussi religieux, mais dans lesquels, là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et puis après, il y a aussi voilà, un modèle très universaliste ou, au contraire, enfin, je ne sais pas si on est vraiment très individualiste, mais en tout cas, très universaliste, où voilà, il faudrait que tous qu'on vive la même chose de la même manière. Et ça laisse assez peu de place à sortir en fait des cases dans lesquelles on veut bien nous mettre parce que c'est la bonne case, surtout il faut y rester. Donc il y a ça d'une part, et puis après de manière générale aussi, je pense que la vulnérabilité a peu de place. Ça pour le coup, je pense que c'est pas qu'en France, mais on est quand même dans une société très performative où voilà, il faut toujours faire plus, il faut montrer que ça va bien, où voilà, tout ce qui est vulnérabilité c'est plutôt une faiblesse et c'est pas une qualité, alors que ça peut être clairement une qualité. Et du coup, ce facteur culturel plus ce côté universaliste adossé effectivement à ce côté peut-être aussi performatif fait que la santé mentale en France a été un sujet tabou. Et puis après, il y a aussi la manière dont effectivement peut-être la relation médecin, patient, voilà, peut aussi être très, comment dire, hiérarchique, c'est-à-dire que tu as la toute-puissance, effectivement, de l'expert, et puis en tant que patient, tu ne peux que accepter ton diagnostic, ton traitement, alors que, bon, finalement, c'est quand même toi qui ressens les choses, c'est quand même toi qui prends les médicaments, c'est quand même toi, effectivement, qui a ce parcours de vie. Et ça commence à changer, il commence à y avoir quand même des gens dans la psychiatrie et dans le milieu de la santé mentale qui est plus dans une logique communautaire, comme tu le disais, mais également dans une logique d'empowerment et de savoir se mettre à la place du patient, de la patiente, et pas uniquement devoir imposer un seul discours. Et c'est en ça que pour moi, ça tient à cœur de démocratiser. C'est aussi en fait pour prouver que tout le monde a voix au chapitre dans le rétablissement, pas uniquement voilà, les personnes qui sont censées avoir le pouvoir tout suprême, quoi, le pouvoir par le savoir. Oui. Toi, tu parles de dédramatisation et non pas de déstigmatisation. J'aimerais savoir quelle différence tu fais entre ces deux termes. Je pense que c'est important de dédramatiser pour in fine déstigmatiser. En fait, moi, j'avais pas envie de faire un média sur la santé mentale où les sujets étaient flippants, où la charte graphique était méga froide ou austère. Moi, j'avais envie de faire, un écrin qui est chaleureux où on sente que voilà, on puisse libérer la parole, on peut en fait porter une oreille attentive et on peut parler de santé mentale aussi en évitant de diaboliser, en apportant des solutions. Nous, on est vraiment aussi sur quelque chose où on apporte des solutions, c'est-à-dire que effectivement, on déclenche des prises de conscience, on informe, mais tout le temps avec des solutions. Donc, les solutions, elles peuvent être diverses et variées. Ça peut être mettre en avant des conseils, ça peut être mettre en avant des personnalités comme toi qui prend la parole sur le sujet, donc de donner d'autres représentations que ce qu'on peut mettre en avant. Ça peut être aussi de mettre en avant des associations qui sont sur le terrain et qui proposent des espaces de parole, des parcours de soins. Donc ouais, c'est d'être vraiment dans quelque chose qui permette d'ouvrir des perspectives positives et pas d'être seulement dans un discours de forcément quand on parle de santé mentale, on a une vision d'une personne complètement folle qui est dangereuse pour la société, qui est dangereuse pour l'autre, et l'idée c'est aussi d'ouvrir à cette vulnérabilité et que l'inclusion elle se fasse dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est pas uniquement aux personnes qui sont atteintes de troubles psychiques ou de problématiques de santé mentale de s'adapter à un système A, mais c'est aussi le système et les gens qui doivent s'éduquer, se familiariser et en fait apporter tout simplement une autre sensibilité et puis arrêter de vouloir normer dans la case qui nous va bien parce que c'est la case de ce côté performatif dont je parlais tout à l'heure, quoi. Donc on soit plus dans l'accueil de la singularité de chacun chacune, plutôt dans ce truc très lisse de tout le monde doit être conforme à un certain modèle. Ouais. Parce que ça, en effet, ouais. Et c'est vrai qu'en France, on ressent ce truc-là. Là, je vais dériver plus sur ton parcours personnel. Donc toi, avant, tu me dis si je dis des bêtises, tu étais journaliste aux États-Unis, c'est ça? Alors, moi, avant, je travaillais pour un média américain qui s'appelle Vice, mais qui était pour l'antenne française. Donc, j'étais basée en France.
Mais alors, moi, je n'étais pas journaliste, je m'occupais plutôt de l'agence créative de Vice. Donc plutôt du côté, enfin, on va dire commercial, pour simplifier. Mais j'ai toujours effectivement eu on va dire un goût, une appétence pour voilà la partie éditoriale. Et c'est vrai que dans ce média-là, qui est un média américain, on parlait quand même pas mal de santé mentale et notamment plutôt dans les colonnes anglo-saxonnes du média. Et c'est comme ça que j'ai été sensibilisée aussi au sujet et aussi à une manière de traiter le sujet qui n'était pas en fait clinique ou froide ou stigmatisante. À tes débuts, est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient matière justement à dédramatiser la santé mentale ou est-ce que vraiment, à tes débuts, tu as été l'une des pionnières là-dessus avec Musae? Comment tu t'es sentie par rapport à ça? Comment tu as senti l'accueil en France vis-à-vis de ton initiative? Alors, pionnière, je sais pas. Pour le coup, pour moi, il y avait quand même des gens qui parlaient de santé mentale, mais en filigrane. C'est-à-dire que d'un point de vue sociétal, on pouvait l'entendre à travers des représentations artistiques, à travers certains milieux musicaux, des artistes aussi qui ont pris la parole dessus. Après, un média avec une ligne éditoriale uniquement dédiée à la santé mentale, pour le coup, non. Mais voilà, je suis pas partie d'une page blanche non plus. Je me rendais bien compte quand même qu'il y avait voilà des artistes, en tout cas moi ce que j'appelle des rôles modèles qui voilà prenaient la parole sur le sujet de manière plus ou moins directe. Hein. Parce que quand on parle de santé mentale, il suffit pas effectivement de mettre le terme santé mentale dans le discours que tu as, mais quand tu parles d'émotion, quand tu parles d'exclusion, quand tu parles de violence, quand tu parles d'addiction aussi, en fait, tu parles de santé mentale. Et c'est en ça aussi que je dis que c'est un sujet de société. C'est qu'en fait, c'est un sujet qui touche à plein de pans de la vie quotidienne ou de la vie collective. Donc, il y avait déjà des gens qui en parlaient. Et puis après, il y avait aussi ce constat que j'avais fait, qui venait d'un sondage ou d'une étude qu'on avait faite à l'époque chez Vice, que je crois, les chiffres, c'était 65% des 18-25 ans avaient envie de parler de santé mentale, mais seulement 7% osaient le faire, parce que tout simplement, il n'y avait pas l'écrin pour le faire. Donc, d'un point de vue collectif, il y avait quand même 2-3 signaux qui disaient c'est un sujet quand même qui va éclore, les gens ont envie d'en parler. Après, voilà, peut-être qu'il n'y avait pas forcément le média pour le faire, et c'est ce que j'ai eu envie de faire, pour le coup, de manière pionnière, effectivement, en France, en montant Musae. Il y a maintenant, ça fera 3 ans, du coup, là, en 2024. Est-ce que tu estimes que c'est une initiative qui a été soutenue? Ça dépend par qui. Ça dépend par qui. Très clairement, au début, comme je disais, non, franchement, au début, quand j'ai évoqué le fait de faire un média sur la santé mentale, on m'a beaucoup dit, oh, la santé mentale, franchement, c'est un sujet badant, hein, ou alors c'est un sujet pas important, ou alors au bout d'un moment, qu'est-ce que tu vas raconter? Parce qu'au bout de 3 mois, tu auras fini d'épuiser le sujet. Bah non, pas du tout. 3 ans après, et puis je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de sujets à faire. Donc, on va dire que les milieux assez conservateurs étaient pas très chauds hein, pour qu'on parle de santé mentale. Alors, par milieu conservateur, j'entends. Non, bah, effectivement, bah, certaines, alors pas tout le monde, attention, mais voilà, des milieux scientifiques qui voyaient pas forcément d'un bon œil ce type d'approche. Après, aussi certains milieux associatifs, hein, pour être tout à fait honnête, où voilà, quand t'as pas la légitimité peut-être d'avoir eu un parcours dans le milieu du handicap ou d'avoir voilà côtoyé certaines associations qui ont un peu pignon sur rue. Ouais, enfin, en plus, moi, je le fais de manière très décomplexée, avec une approche très culturelle. Donc, j'en dis, oui, mais c'est pas assez sérieux la manière dont tu le fais. C'est pas assez, effectivement, clinique. Je fais, oui, mais en fait, si on continue à faire ça, on intéressera toujours les gens qui sont déjà convaincus et pas les gens qu'on a besoin, en fait, de sensibiliser. Donc, c'est vrai que sur le côté casser les codes un peu de la santé mentale, forcément, au début, ça n'a pas plu à tout le monde. Mais après, franchement, assez rapidement, au bout de 6 mois, 1 an, je me suis aussi assez vite reconnue dans d'autres initiatives qui se montaient en parallèle ou qui étaient déjà montées et qui avaient un peu cette même approche de casser les codes, d'être dans une approche en fait plus ouverte, plus communautaire aussi, comme tu disais. Ou voilà, moi, je suis pas dans ce truc cacher cette folie qu'on ne saurait voir. En fait, on la met au milieu de la pièce et puis on voit comment elle peut nous inspirer ou comment on peut effectivement aider à ce que les gens se sentent mieux. Mais en tout cas, il faut pousser les murs, ouvrir les portes et faire que les gens se rencontrent. Et ouais, au début, effectivement, ça n'a pas toujours été facile. Mais
Maintenant, je trouve qu'il y a quand même un vrai mouvement de personnalités, de personnes et de structures qui font bouger les lignes, et y compris dans le milieu médical, hein. Il y a quand même, pour moi, de plus en plus de psychiatres qui sont aussi dans cette mouvance, et c'est important parce qu'on a besoin effectivement de toute la chaîne de la prévention, de l'information et du parcours de soins pour faire en sorte que la santé mentale soit accessible. Donc toi, là, ça fait 3 ans que tu es sur le sujet de la santé mentale et tu arrives tout le temps à trouver des nouvelles thématiques. Est-ce que c'est quelque chose qui... Comment tu vois l'avenir de Musae? Alors déjà, j'aimerais que la rédaction en fait de Musae grossisse pour faire toujours plus de sujets sur la santé mentale, avec aussi plusieurs approches, parce que c'est aussi un journalisme particulier qui s'exprime aussi avec différentes sensibilités, différents centres d'intérêt. Donc là, en 2024, on va avoir davantage de plumes aussi chez Musae pour évoquer le sujet de la santé mentale. Après, là, on lance aussi le Safe Space Musae, qui va être en fait un véritable endroit où on va se faire rencontrer justement la communauté scientifique médicale dont je te parlais, qui veut faire bouger les lignes, qui veut démocratiser aussi la santé mentale, et les personnes qui sont concernées, et la communauté de Musae. Donc ça va être à travers des newsletters spécifiques. Là, on va lancer des newsletters sur les TCA, sur la dépression, avec des vrais conseils, des vraies ouvertures scientifiques aussi, pour aussi donner en fait plus de pouvoir d'agir en fait sur leur parcours de soins aux personnes qui sont concernées. Il va y avoir plus de rencontres également, plus d'événements, parce que c'est aussi important pour nous de rencontrer les gens de la communauté à travers des talks, à travers des événements culturels, etc. Donc beaucoup plus de terrain, beaucoup plus de contenu scientifique, en fait en gros beaucoup plus d'accessibilité. Et beaucoup plus effectivement de moments conviviaux. Et après, Musae, c'est aussi une démarche associative. La partie média, donc Musae Média, c'est aussi une partie associative, et j'aimerais beaucoup aussi qu'on soit beaucoup plus fort là-dessus. Très honnêtement, j'avais annoncé le lancement de l'association en juin 2023. Il faut savoir que on est une petite équipe, on est trois au mieux chez Musae. Et là, j'ai vraiment envie que ça devienne un vrai mouvement, en fait, que Musae, en fait, devienne un vrai mouvement collectif, avec des initiatives, avec des événements, avec des guides ressources, mais tout ça doit être porté par un collectif et pas uniquement par moi. Et j'aimerais beaucoup que la partie associative soit beaucoup plus développée, et c'est l'accent sur lequel j'aimerais bien mettre aussi en 2024. Quand je t'écoute, ce que j'entends surtout, c'est cette dimension très terrain. Ouais. Ouais. Oui, l'action très terrain, elle est importante, même si la partie média, moi j'adore, hein, parce que j'ai aussi voulu monter Musae, parce que j'adore écrire, parce que j'adore concevoir des sujets, parce que j'adore faire des interviews, rencontrer des gens et me nourrir de tout ça, c'est super. Après, la partie terrain, vraiment, pour moi, c'est très important, parce que c'est ce côté lien social aussi dont je te parlais. Moi, je suis vraiment convaincue que c'est la meilleure manière, en tout cas la manière la plus efficace, pour que les gens se rencontrent, aillent mieux, et pour décloisonner un petit peu les esprits et les clichés qu'on peut avoir sur les troubles psychiques, sur la santé mentale et tout ça. Donc, la partie terrain, à part des événements, je sais qu'à un moment donné aussi, moi, je voulais avoir un lieu Musae, avec des rencontres avec des experts, avec pourquoi pas un lieu de soins, pas forcément un lieu de soins géré par des soignants, mais un lieu de soins, où en fait, un espèce un peu de tiers-lieu finalement, santé mentale. Peut-être là, en fait, je viens d'avoir l'idée enfin, je viens de mettre le mot dessus, mais un vrai lieu, effectivement, avec des expos, avec des concerts, avec une bibliothèque, avec un vrai lieu ressources, mais également toujours dans ce côté dédramatisant, donc aussi avec des moments cool, quoi, où tu peux aussi faire la fête et parler de santé mentale. Toi, tu parles de lieux ressources. Moi,
Moi, quand tu m'as décrit le truc, c'est plus le mot refuge qui m'est venu, tu vois, en tête. Oui. Oui, effectivement. Un refuge également, ouais, c'est ça. Un espèce de refuge quand on se sent trop en dehors des cases ou pas assez inclus ou totalement incompris. Un espèce de refuge où on peut enfin se sentir un peu compris, inclus, etc. Et accueilli. En fait, c'est ça. Mais oui, exactement. En fait, et aussi, ça fait écho avec cet aspect où parfois on a... Peut-être que je pense que la santé mentale aussi, pour revenir au tout début, ça a été tabou ou mal vu parce que pendant peut-être très longtemps, on a vu ça comme un sujet qui concernait que les personnes qui avaient le loisir financier ou de temps de s'occuper de leur santé mentale. Et alors qu'encore une fois, ceci est complètement faux. Les personnes qui ont les plus grandes problématiques de souffrance psychologique sont les personnes vulnérables dont je te parlais tout à l'heure. Et pour moi, avoir un lieu, ça permet effectivement de prendre soin des gens, je pense. Et d'avoir ce côté refuge, ressource pour que les gens puissent se rencontrer les uns les autres et casser un peu effectivement les barrières qu'on peut avoir ou les peurs qu'on peut avoir quand on ne connaît pas effectivement le sujet de la santé mentale. Et ça me fait rebondir, là du coup on est à Bruxelles, dans les bureaux qu'on a ici à Bruxelles. Juste à côté, il y a un super lieu, en fait, qui m'a inspiré dans ce que je viens de te dire, qui s'appelle l'Autre Lieu. Et en fait, c'est un lieu d'information, d'accueil, de rencontre, qui est géré par des personnes qui ne sont pas issues du monde soignant ou du secteur de professionnels de la santé mentale, mais qui fait beaucoup de sensibilisation sur quels sont les droits des personnes qui sont en souffrance psychologique, qui sont parfois également exclus en raison de leur souffrance psychologique, quels sont aussi leurs droits par rapport aux médicaments. Est-ce qu'on est systématiquement obligé de prendre des médicaments? Je suis pas anti-médicaments, je dis que juste parfois ça peut être aussi parce que aussi le système hospitalier ou le système de soignants en tout cas le système médical est en souffrance financière. Un moyen, on donne des médicaments parce que du coup, parce qu'on n'a pas les moyens de s'occuper autrement des gens qu'en leur donnant un peu trop de médicaments. En tout cas, il donne aussi toutes les clés en fait aux personnes qui sont atteintes de souffrance psychologique pour reprendre un peu de pouvoir d'agir, pour reprendre aussi un peu de pouvoir de citoyenneté. Et moi, je pense que c'est un peu ce genre de lieu finalement que j'aimerais monter. Alors à terme, pas tout de suite, parce que pour le moment, on n'est pas du tout assez nombreux chez Musae. Mais je pense que, je sais pas, à horizon 5 ans, 10 ans, 5 ans, c'est moins loin quand même. Ouais. Tu parles de pouvoir de citoyenneté, qu'est-ce que c'est ? C'est un truc que je viens d'inventer là. Ah, ok. Non, mais en fait, que je viens d'inventer, je sais pas, mais en tout cas, oui, le terme là vient de me popper dans la tête là maintenant. En fait, pour moi, par rapport à ce côté, tu vois, ce côté enjeu santé publique, enjeu citoyen de la santé mentale, je pense que d'avoir les clés pour comprendre ce qui se joue en nous et d'avoir les clés pour savoir quels sont nos droits en tant que personnes qui sont exclues pour des raisons de santé mentale ou pour des raisons de précarité socio-économique et donc du coup ont des répercussions sur notre santé mentale, c'est un vrai moyen en fait de reprendre en fait sa citoyenneté en main et d'être en fait un citoyen à part entière et de faire entendre sa voix, qu'elle soit politique, qu'elle soit par rapport à des injustices, qu'elle soit par rapport à des combats qu'on a envie de mener. Et je pense que c'est très important en fait le pouvoir d'agir pour se sentir en fait exister et ne pas être déshumanisé. C'est fou parce que t'as une vision sociétale du truc qui est hyper inspirante. Et du coup, moi, ma question, c'est sur cet aspect plus politique, démocratique, etc. Toi, la solution, ou en tout cas l'issue que tu verrais, ce serait vraiment par passer par le peuple, par les gens. Ceci n'est pas une question. Mais enfin, c'est ça aussi que je comprends, que le mouvement doit venir des populations les plus précarisées, des lieux communautaires, etc., pour réussir à le faire émerger dans quelque chose de plus politique et de plus... moi, j'ai une vision très pyramidale du coup du truc. C'est très brouillon, mais je sais pas si t'as compris. Oui, je pense que oui, c'est en ça que je parle de redonner le pouvoir d'agir citoyen. En fait, c'est pour que les gens puissent pleinement interagir
avec la société, à travers leurs relations, même à travers leur travail, à travers leur vote, à travers leur engagement citoyen, quel qu'il soit, pas forcément que le vote. Je pense qu'il faut donner les bonnes clés de lecture, les bons moyens aux personnes pour pouvoir exprimer leur voix justement, et ne pas être récupéré ou être aussi condamné au silence parce qu'on se dit à quoi bon, ou parce qu'on se dit en fait c'est pas pour moi, parce qu'en fait j'ai pas les bonnes clés de lecture, ou j'ai pas les moyens de le faire. Bon, après c'est aussi clairement une notion de ça va être clairement politique, mais de domination en fait. Plus tu laisses les gens dans l'ignorance, dans la souffrance, plus ça arrange une certaine partie de la population. Donc, ouais, complètement. Tout à l'heure, tu as parlé quand même de ce lieu, de quelque chose comme quoi tu avais une vision quand même de ce lieu assez festif. Oui, alors ça, j'en parle souvent, oui. Oui. Enfin, du côté festif, j'en parle souvent parce que, aussi par rapport à l'engagement, pas que par rapport à la santé mentale, moi, je pense que c'est important de redonner de la joie dans l'engagement. Et que ce soit pas uniquement quelque chose de violent ou quelque chose de tout le temps très combatif. Alors oui, c'est combatif, mais en tout cas, remettre de la joie aussi, je pense que déjà pour les personnes qui sont militantes, c'est quand même plus facile à vivre au quotidien, parce qu'on parle aussi beaucoup de burn-out militant, parce que ça peut être aussi des milieux très violents, sur la manière de s'exprimer entre nous, sur la manière, et aussi parce que les combats sont aussi violents à mener, voilà, et aussi pour intéresser davantage de gens, je pense que remettre de la joie, ça permet aussi d'aller attirer des gens qui sont peut-être pas forcément attirés de prime abord par le sujet parce qu'ils se disent non, c'est pas un sujet pour moi, parce que ça a l'air d'être un sujet pas facile. Donc ce côté effectivement festif pour moi et positif, il est important. Et puis après, ce côté lieu, il est important. Tu vois, quand je te dis qu'on lance le Safe Space musée à la rentrée, même si c'est un Safe Space digital, plus ou moins, pour le moment, c'est aussi un côté lieu, quoi. C'est un côté lieu, effectivement, d'information, de ressources, où on peut se sentir bien pour pouvoir prendre un temps pour soi, pour pouvoir ensuite avoir les bonnes clés, les bonnes armes. Peut-être que c'est un peu violent, mais en tout cas, peut-être pourquoi pas les bonnes armes. En tout cas, les bons moyens pour exister et pour être bien. Et c'est en ça que je disais que le bien-être est une finalité, mais c'est pas, c'est un moyen pour effectivement être in fine bien collectivement, quoi. Mais le bien-être solo, c'est juste le bien-être individualiste. Et pour moi, ça marche pas de ouf. Ouais, je suis très contente que tu parles de cet aspect du burn-out militant, etc. Parce qu'en effet, c'est une vraie problématique. Le fait d'être tout le temps dans la lutte, moi j'ai l'impression que c'est un peu aller contre la santé mentale parce que c'est très coûteux aussi. Et moi, du coup, en tant que militante, en tout cas, je me définis comme militante et comme activiste. De temps en temps, quand vraiment j'ai envie de baisser les bras parce que voilà, je me dis, mais rien que le fait d'être heureuse, entre guillemets, c'est déjà une victoire vis-à-vis de ma santé mentale, tellement je reviens de loin. Et c'est pour ça que cet aspect festif me parle aussi beaucoup, parce que l'air de rien, rapporter du kiff et de la joie, c'est déjà une forme aussi de outrepasser certaines de ces difficultés qu'on peut avoir. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, enfin, c'est, je pense même la base finalement de toute vie. Si t'es tout le temps dans quelque chose d'assez noir et ou d'assez lourd à porter, oui, enfin le quotidien est beaucoup plus compliqué, et justement t'as pas la force pour apporter ta contribution au monde non plus. Donc d'être toujours dans un truc un peu vénère, un peu lourd, moi je pense que c'est contre-productif, vraiment. Et est-ce que sur cet aspect festif, est-ce que là, du coup, durant les 2 dernières années, on a eu des festivals de santé mentale qui ont émergé. Donc, il y a le Pop MC et le Facette Festival. Justement, moi, j'ai l'impression que le but de ces initiatives, c'est justement de ramener de la fête pour toucher aussi les personnes qui ne se sentent pas concernées à travers quelque chose d'humoristique, des personnalités qu'on peut peut-être pas entendre ailleurs, etc. Où est-ce que je voulais en venir avec ça ? Ouais, sur cet aspect festif, est-ce que tu penses festival ou est-ce que tu penses autre chose ? Je pense de manière générale peut-être plus moments chaleureux de joie, qui peuvent s'exprimer de plein de manières différentes. Oui, et donc du coup notamment par des festivals.
Notamment aussi, nous on a fait l'année dernière les 2 ans de Musae au pavillon des Canaux, on avait tout un plateau stand-up. Bah voilà, faire passer en fait des messages sur la santé mentale, c'est quand même plus simple effectivement de le faire, notamment par le stand-up, que par un bouquin un peu chiant ou que par un discours un peu badant. Et donc ouais, c'est quand même plus simple de le faire passer à des gens qui ne sont pas concernés, en tout cas, par l'ouverture, par le rire, par le divertissement. Et c'est aussi pour ça que Musae est un média sociétal, parce que je me dis que si tu rentres direct par le prisme de la santé mentale, tu peux rebuter les gens qui ne sont pas encore du tout convaincus par ton sujet. Alors que si tu rentres par le sport, par le gaming, par la musique, par l'entrepreneuriat, en fait, par les centres d'intérêt des gens de la vie de tous les jours, et que tu leur dis, et in fine, là, au fond, finalement, on va parler de santé mentale, forcément, tu vas démocratiser le sujet à des gens qui n'étaient pas du tout sensibles au départ, quoi. C'était l'alarme parce que c'est l'heure de couper? Parce qu'il reste 5 minutes, ouais. Waouh. Waouh. Christelle, tu me demandes beaucoup, là. Ok, bon, bah, du coup, on va conclure. Je suis un peu frustrée. On va conclure ce podcast. Alors, je finalise toujours mon podcast par 2 choses. Petit 1, comment tu t'es sentie durant ce moment qu'on a partagé ensemble? Alors, je vais être tout à fait honnête, au début, mais je suis souvent comme ça au début des interviews, j'ai l'impression que je suis plus en mode, pas robot, mais en mode, ouais, enfin, en tout cas, en mode un peu moins d'émotion en fait dans ce que je raconte, et après à partir du moment voilà où j'ai été lancée, parce qu'en vrai je suis timide aussi, donc du coup c'est ça aussi, et où on a parlé notamment de l'aspect lien social et collectif, et je sens que moi c'est ce qui me fait vibrer dans la santé mentale. C'est pour ça que je serine tout le monde avec ce côté en santé publique, citoyen, collectif. C'est que ouais, moi c'est ce qui me porte, et donc du coup ouais, ça me met en joie moi en fait de faire ce genre d'interview, parce que je sens qu'on peut aussi apporter un autre message sur la santé mentale et qui est positif. Et du coup, là, ça vient de sonner, je suis un peu frustrée, effectivement, qu'on puisse pas un petit peu plus développer quand même. Ouais, grave, complètement. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? On peut souhaiter à Musae, en fait, de continuer à essaimer, à semer des petites pousses un petit peu de collectif un peu partout, pour faire voilà que je sais pas, voilà, que l'association prenne vie, que la rédaction prenne de l'ampleur, et que ce fameux lieu ressource refuge voit le jour bientôt. Donc, en gros, qu'il y ait de plus en plus de gens en fait qui rejoignent Musae pour démultiplier la force de frappe du message qu'on a envie de faire passer. Yes, et c'est ce que je te souhaite. Est-ce qu'il y a... Bon, on n'aura pas beaucoup le temps, mais est-ce qu'il y a un dernier sujet qu'on n'a pas abordé qui te tient particulièrement à cœur et que tu aimerais véhiculer, soit pour les autres, soit un message pour toi-même? C'est vraiment carte blanche. Ça, c'est la carte blanche pour toi. Et s'il n'y a rien, il n'y a rien. Moi, il y a 2 messages que j'aimerais véhiculer. Donc, le premier, effectivement, à titre plus individuel. Quand on parle effectivement de santé mentale, c'est aussi un sujet tabou, parce que c'est un sujet qui est intangible. Quand on parle de santé physique, c'est tout de suite plus palpable quand tu as mal à la gorge, quand tu te casses une jambe. Mais en fait, tout le monde a une santé mentale. C'est-à-dire que la santé mentale, c'est pas du tout le sujet de certaines personnes et pas le sujet d'autres. En fait, tout le monde en a une, au même titre que la santé physique. Donc là, ça, effectivement, pour moi, ça, c'est un message clé. Et même les deux sont liés, santé mentale et santé physique. Et c'est en ça, je pense qu'on aura tout gagné quand on comprendra ça en termes de démocratisation du sujet et dédramatisation. Et le deuxième message, c'est un message clairement politique. La problématique de la santé mentale, c'est qu'il y a des problématiques d'accessibilité. Alors, côté Musae, nous on fait ce qu'on peut sur l'information, donner plus d'informations accessibles et notamment scientifiques sur la santé mentale. Après, il y a une accessibilité en termes de moyens. La santé mentale coûte cher encore. Et si ce n'est pas accessible, et notamment pas aux populations vulnérables, c'est
essentiellement pour ça. Parce qu'elle coûte cher et parce qu'il n'y a pas, il y a pas assez de moyens qui est mis du côté du monde médical à ce niveau-là, et notamment du côté de l'hôpital public. Je vous invite à aller voir le témoignage qu'on a fait, Tu n'es pas seule, avec Abigail Deby, qui est médecin urgentiste et qui parle de ça sur Musae. Et voilà, vous aurez tout compris, vous aurez compris qu'on a besoin d'une révolution là. T'as une autre Abigail dans ton... Oui. Wow. Ouais. Ah oui, je vais aller voir du coup. Oui. Et elle est également militante. Ah bah voilà. On a un fond militant chez Abigail. Ok, bon bah merci beaucoup. Moi j'ai passé un trop bon moment aussi. Et je suis très heureuse que cette interview ait pu se faire. Donc merci beaucoup. Et merci d'être venue jusqu'à Bruxelles. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé et souviens-toi de t'abonner pour être averti des nouvelles sorties. Tu peux me suivre sur TikTok et Instagram sous le nom de Voyageuse au naturel, tous les liens sont en description. Je t'envoie mes ondes les plus positives et on se retrouve très vite pour encore plus d'échanges inspirants.